à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Honor 8, le dernier nid de la marque. Donc, pour rappel, Honor, c'est la filiale de Huawei, une filiale qui est surtout en ligne. Et donc, ils ont décidé d'être assez agressifs cette année en montant un petit peu en gamme. Donc, cette fois-ci, ils partent un petit peu plus sur le haut de gamme en se plaçant face au OnePlus 3 en termes de prix, surtout, spécification prix. Mais il y a aussi d'autres concurrents. Quel est l'objectif de Honor là-dedans? Eh bien, en fait, c'est de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre 500, 600 ou 700 euros pour avoir un très bon téléphone de qualité, mais 400 euros. Donc là, c'est le but. C'est ce qui était un petit peu le cas avec le Honor 7, certes d'une façon un petit peu moindre quand même, que à 300 euros on peut avoir un téléphone tout à fait correct. Là, c'est à 400 euros, donc c'est quand même un palier. C'est surtout ça en fait pour l'instant qui fait que les gens ont un petit peu du mal à comprendre pourquoi c'est passé à 400 euros. Et bien en fait, c'est dans cet objectif de montrer qu'à 400 euros on peut avoir aussi bien que 500, 600 ou 700 euros. Donc après, bon, c'est sûr, je peux comprendre que certains s'attendaient à un téléphone à 300, 350 euros. Mais là, voilà, c'est sur un autre objectif, c'est sur quelque chose d'un peu plus cher. Mais néanmoins, la qualité est présente et on va le voir tout au long de cette vidéo. Donc, ce qui est bien en plus, c'est que j'ai une version bleue, donc ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir d'habitude. Très rapidement, qu'est-ce qu'on a en réel concurrent en termes de taille et spécification? On a le Meizu Pro 6 que j'ai testé il n'y a pas longtemps et qui est pas mal du tout. Et il y a aussi le Xiaomi Mi 5 mais en import. Quels sont les inconvénients de ces deux appareils? C'est qu'il n'y a pas de port SD et pas de bande 800, ce que le Honor a puisqu'il essaie de s'implanter au maximum en Europe. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. On récupère aussi, il faut savoir qu'en gros, on est sur un Huawei P9 avec un design un peu différent mais avec les mêmes spécifications. Donc même processeur, un peu plus de RAM, de la SD, double SIM, le double capteur photo. Alors petite précision quand même, ce double capteur photo n'est pas signé Leica, donc ce qui fait qu'on va se retrouver sans la partie monochrome. C'est-à-dire que, hop, ça se casse la gueule. C'est-à-dire qu'en gros, là où on avait le petit plus du monochrome, en fait, sur le P9, la petite fonction où il y avait juste le capteur monochrome qui fonctionnait, ce n'est pas présent sur celui-là. Mais néanmoins, il se sort plutôt bien, on va voir ça tout de suite dans le test. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose que l'on connaît déjà, c'est-à-dire le Honor 6. En gros, on va avoir à peu près la même chose, donc tout en verre, avec une tranche en métal. Alors, sur le Honor 6, c'était en plastique, mais sur le Honor 6 Plus, c'était par contre en métal, mais cette fois-ci un peu plus arrondi. Alors, on va faire un petit tour sur du côté propriétaire. Donc, forcément, ça prend les traces de doigts en moins de 2 secondes, c'est génial. Hop. Alors, donc on a la caméra avant ici de 8 mégapixels, on a le capteur de proximité et de luminosité, on a ici le haut-parleur avec la petite LED qui ne s'allume pas encore, mais la petite LED, on le verra peut-être pendant le test, vous le verrez, donc multicolore en plus de ça, donc qui est vraiment en fait intégré au haut-parleur, je l'avais vu sur je sais plus quel téléphone, je crois que c'était le G8, qui est intégré au haut-parleur sur la droite. Donc on a cette façade en verre avec un écran 2,5D. Ensuite, sur la tranche, on se retrouve avec le bouton volume plus et moins. On a l'antenne ici. On a le bouton power qui, lui, comme à son habitude, est toujours avec un design en fait qui est un petit peu rayé. Alors, je sais pas comment on peut dire ça par rapport au bouton volume pour bien le différencier. Ensuite, nous avons en dessous, hop, ici, le haut-parleur assez large. Donc vraiment là, on est sur quelque chose typique d'un iPhone ou d'un Samsung ou d'un Meizu. C'est un peu kiff qui boit écho, blablabla. Oui, c'est vraiment une expression à la con. Donc nous avons les deux antennes, le haut-parleur, USB Type C et ici la jack 3.5. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas supprimé la jack 3.5 parce qu'ils ont mis l'USB Type C. Ensuite, à gauche, nous retrouvons avec le port. Alors, c'est du port nano SIM, donc soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une carte SD. Et au-dessus, on se retrouve avec le port infrarouge qu'on avait sur le Nord 6 et le micro secondaire. D'ailleurs, le micro primaire doit être intégré ici, en fait, au haut-parleur. Ce qui fait qu'en général, d'ailleurs, on a un bon son sur les Honor, donc c'est assez agréable. Donc un design, et puis voilà, au dos aussi, j'ai oublié de dire. Donc au dos, on se retrouve avec le double capteur photo, le capteur laser ainsi que le flash qui est double, donc c'est-à-dire dual tone, pour avoir quelque chose de plus naturel, ainsi que le capteur d'empreinte, et je fais de plus en plus alors là ça se voit carrément, le capteur d'empreinte, et enfin le Honor tout en bas. Donc je refais un petit coup pour que ce soit un peu plus joli, et j'essaie de pas trop le manipuler. Je vois la partie verte.
Alors ensuite, donc en tout cas je trouve ce design assez réussi. Donc en plus ça change un petit peu par rapport à ce qu'on a d'habitude en termes de couleur. C'est vrai que le bleu est assez peu répandu. Et là c'est ce qui nous est c'est ce qui nous a été donné à nous les journalistes pour justement mettre en avant le téléphone. D'ailleurs on peut voir ici la lettre de notification qui s'allume, donc qui est assez visible hein, et assez discrète à la fois. Donc ça c'est ce que je trouve assez sympa. Donc un design, alors j'ai pas grand chose à dire, ce qui est assez agréable c'est qu'ils ont arrondi les bords par rapport au Nord 6, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un téléphone voilà, qui a une bonne prise en main, en plus de ça sur les deux côtés on va avoir du... Alors ici on a du 2,5D et derrière à la vitre, non c'est... Si c'est du 2,5D mais un petit peu moins j'ai l'impression. Alors c'est peut-être l'impression, c'est peut-être aussi au fait qu'il y a le châssis. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de très arrondi, on a quelque chose aussi qui n'est pas trop fin, donc la prise en main est assez bonne. Alors il est un poil lourd, mais ça reste assez correct. Ce qui est assez bien aussi, c'est qu'au dos, en fait, on a un dos en verre, mais qui est, en fait, c'est 15 couches qui sont mises, en fait, pour polariser, en fait, le verre et qu'il réagisse d'une certaine façon à la lumière. Donc, ce qui fait que, comme vous pouvez voir, en fait, vous avez des reflets qui sont un petit peu étranges, comme si c'était pas droit, mais en fait, c'est fait tout à fait exprès. Alors, apparemment, c'est là-dessus qu'aurait travaillé Honor sur la base, en fait, pour mettre le plus en avant le téléphone, c'est les reflets. Et il faut le dire, ça fait son petit truc, hein, c'est assez sympa à essayer de trouver les reflets qu'il arrive à faire, donc comme là ici. Donc c'est assez sympa. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a le lecteur d'empreinte qui arrive en plein milieu. On aurait pu avoir une partie d'eau complètement sur un seul bloc de verre avec juste les appareils photo, mais finalement c'est pas le cas. Est-ce que c'est réellement gênant? Ça, c'est à vous de voir. Pour moi, c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux sans. Après, ça l'habille un petit peu aussi, donc à vous de voir. C'est vraiment subjectif de ce point de vue-là. Aussi au niveau de l'appareil photo, là alors c'est aussi subjectif, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas du tout. Les deux capteurs photo, je trouve que ça fait vraiment étrange en fait, et je préférais ce qu'ils avaient fait avec le Honor 6 Plus, c'est-à-dire qu'ils avaient rassemblé les deux capteurs photo sur en fait une petite partie en fait toute noire, donc vous pouvez regarder sur internet. Et ce qui fait qu'on avait les deux appareils photo, donc même s'il était blanc, on avait deux appareils photo qui étaient en fait, ça faisait un ovale, et les deux appareils photo étaient assez discrets. Là, ils sont vraiment mis en avant avec ce côté justement en fait en étant séparés et en voyant bien en fait l'appareil photo en lui-même. Donc ça, c'est le truc que je trouve un petit peu dommage, surtout que voilà, c'est vraiment tout est différencié, chaque capteur, le capteur laser et le flash. Et je trouvais que c'était bien mieux réussi sur l'Honor 6 Plus, où on avait quelque chose qui justement qui faisait différent tout en étant design. Donc ça, c'était assez recherché pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qui est bien, c'est qu'on a l'infrarouge, on regardera vite fait dans les applications, mais le retour de l'infrarouge, c'est assez bien. Donc là, on voit vraiment qu'ils reprennent en fait les sources du Honor 6 pour l'améliorer. On a aussi donc le fait qu'on a le type C, ça c'est plutôt bien. Il y a des marques qui n'ont pas encore fait le pas. Voilà, ce qui est assez particulier, c'est à chaque fois sur les Huawei, on a toujours cette différence entre le bouton volume et le bouton power sur en fait la sensation, le toucher, pour justement montrer que c'est deux boutons différents. Ce que j'apprécie aussi, c'est que le Honor est affiché ici en bas et donc permet d'avoir un petit peu plus de personnalité sur la façade avant du téléphone et de savoir à peu près très rapidement quel modèle c'est au lieu de chercher déjà la marque que c'est. Après, ce qu'on peut voir vraiment, en fait, le petit souci en général des appareils en verre, euh, et c'est que ça prend les traces de doigts. Et comme vous le savez, moi et les traces de doigts, ça fait un seul. On ne fait qu'un et voilà. Donc c'est les petites choses, donc on peut voir, hein, ça va beaucoup marquer. À savoir aussi au niveau des rayures, j'ai l'impression que ça les prend plus ou moins vite. Alors je sais pas du tout s'il y a une protection au dos, enfin comment dire, une protection. S'il existe en fait des protections type verre trempé ou quoi que ce soit au dos, en tout cas pas en France, mais peut-être en import. Puisqu'il faut savoir que c'est d'abord vendu en Chine et après c'est venu en Europe. C'est possible que ça se trouve. Pareil sur la façade avant, bah là j'ai fait une belle rayure, je ne sais pas comment. Il faut savoir que ce n'est pas du Gorilla Glass, hein, c'est le propre système de Honor, enfin de Huawei. Donc ce qui fait qu'il y a quelques petits soucis par rapport au 2,5D, j'ai l'impression très rapidement sur celui-là. C'est-à-dire que on a déjà pas des égratignures, mais j'ai envie de dire voilà c'est en train de déjà de s'abîmer un petit peu sur les bords en fait sur la partie 2,5D. Je sais pas si ça va se voir ici,
mais on voit déjà que c'est en train de, voilà, pas de s'effriter, j'ai pas le mot exact, mais voilà, c'est en train de s'abîmer, et ce qui fait que c'est assez voyant. Donc là, justement, j'ai commandé de quoi protéger mon téléphone, parce que ça passe super joli, et ça, c'est un peu dommage. Sinon, au-delà de ça, le téléphone est assez bien réussi, mais voilà, pensez à le protéger, c'est vraiment le souci. Et puis, bon, bah voilà, le problème, c'est que si vous êtes quelqu'un qui met beaucoup au niveau des traces de doigts comme moi, et bien malheureusement, ça risque de faire du dégât et se voir assez vite. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'au début, ça se voyait pas beaucoup, mais au fur et à mesure, ça se voit de plus en plus. Et ça, c'est un petit peu dommage, forcément. Bah là, là on peut voir, hein, ça se voit carrément que j'ai des doigts qui sont assez gras. Yeah. Voilà, ça c'était le moment crado. Donc voilà, c'est un peu le souci, c'est que le design est très réussi, il y a des petites choses, bon alors c'est plus ou moins subjectif, qui sont plus ou moins réussies. Après surtout voilà, le souci des smartphones complètement en vert, c'est qu'en général niveau traces de doigts, c'est des champions. Au niveau de la surcouche, alors là, on se retrouvera avec un téléphone qui est sous Android 6.0 avec EMUI 4.1. Alors, depuis 3.0, la surcouche n'a pas réellement évolué. Donc, si vous avez déjà vu mes précédents tests depuis le Honor 6 en 3.0, donc Honor 6, Honor 6 Plus, enfin tous les Honor et quelques Huawei, eh bien, il faut savoir que ça n'a pas changé du tout. Donc, enfin, si, il y a une chose, et je vais y aller directement, il y a une chose qui a réellement changé, et on va enlever tout de suite ça, c'est l'application photo qui a eu une refonte assez profonde en termes de qualité. Hop. C'est que avant c'était assez immonde en fait pour s'y retrouver entre les modes qui sont là, les modes qui sont ici et les paramètres. Ici ils ont bien simplifié. Donc on n'a plus de mode en bas. On va voir ici en fait le choix de tous les modes avec même du ralenti. Ça on y reviendra sur la partie photo. Le changement ici donc en vidéo ou en photo, et à droite les paramètres. Donc ça c'est une chose assez intéressante et même très bien, puisque cela va permettre vraiment comment dire, de s'y retrouver beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez déjà vu d'autres tests des autres Honor, c'est vraiment la plus grosse différence qu'on aura avec le menu paramètres qui a été modifié pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, ce qui est plutôt bien. Donc ça, voilà là-dessus. Donc après, pour ceux qui ne connaissent pas la surcouche mur, on va faire un tour assez rapide. Donc déjà, ce qu'on a ici, on va avoir la gestion du téléphone, donc quelque chose d'assez classique sur les téléphones chinois. Donc on va pouvoir optimiser le système avec nettoyage de la mémoire, etc. On va avoir la gestion des flux, donc c'est-à-dire notre consommation, classement, application réseau et point d'accès. Donc voilà, on peut activer le point d'accès, voir qu'est-ce qui consomme le plus. Donc par exemple ici, on peut le voir. Qu'est-ce qu'il y a juste en données 4G? Qu'est-ce qui consomme le plus? Application en réseau, alors là c'est un petit peu moins clair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire si telle ou telle application a le droit d'accéder à tel ou tel réseau. Donc on peut l'empêcher de se connecter en Wi-Fi ou l'empêcher de se connecter en 4G. Ensuite, donc on a le filtre anti-spam qui va permettre en gros de, si jamais vous avez des spams, de les bloquer justement. Vous allez à la partie batterie, donc pareil, vous allez dans les paramètres. Donc on a ici, en fait, si on clique en haut, on peut voir comment se décharge la batterie avec le signal réseau, Wi-Fi, écran, et on peut même voir l'appareil photo activé, donc ça permet de montrer aussi que l'appareil photo peut consommer un petit peu, puisqu'il consomme beaucoup en général. On a aussi le niveau de consommation, donc la partie logicielle avec ce qui consomme le plus, et la partie matérielle avec ce qui consomme le plus dans les matériels. Donc avec la partie écran dont on reviendra tout à l'heure pour l'autonomie. Ensuite, on peut, alors ça c'était aussi quelque chose qui était sur l'Honor 6, hein, ce qui prouve un petit peu plus que il reprend vraiment l'idée du Honor 6, c'est qu'on a la possibilité de faire passer comment dire, la résolution juste logicielle de l'appareil, hein, pas de l'écran, en 1280, en 720p au lieu d'être en 1080. Qu'est-ce que ça peut apporter? Un soulagement en termes du processeur, il va avoir moins de choses à calculer en termes de pixels, et en jeu aussi, puisque avec être en 720p au lieu de 1080, ça va permettre de gagner un petit peu comment dire, en performance. On a la maîtrise consommation excessive qui est toujours à l'ouest, donc ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de notifications. Telle application consomme un peu trop. Alors ce que vous faites, c'est que vous le désactivez tout simplement, parce que ce qui va se passer, on va aller dans Galerie rapidement, ce qui va se passer que je retrouve ici.
Voilà, ce qui peut à peu près se passer dans une journée à peu près normale pour moi. Donc Telegram, enfin voilà, ce qui fait que tout ça en fait, vous allez avoir en fait une notification. Est-ce que vous voulez fermer l'application ou quoi? Donc là c'était Studio pour le coup. Donc ce qui fait que j'ai arrêté de les notifier parce que c'est quelque chose que j'ai sur à peu près tous les Honor que j'ai eu, ce problème de surconsommation d'une application. Donc faut juste pas prêter attention, c'est tout le temps comme ça. Et on peut choisir ici de mettre ou non le pourcentage de batterie. Optimiser, donc là on peut optimiser au niveau de l'autonomie en fait. Et donc là on peut optimiser sur quelques petites choses, voilà, pour améliorer au maximum en fait la batterie. On a le mode de gestion intelligent, donc en performance, en intelligent ou en ultra. Donc ultra en gros, ça va réduire au minimum donc la base d'appel et messagerie seulement pour quand vous avez besoin de garder le téléphone le plus longtemps possible et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir le recharger tout de suite. Donc ça va vraiment le mettre au minimum tout en voilà. Vous allez quand même pouvoir faire des appels et des SMS. On a le centre de notification pour pouvoir gérer la notification de toutes les applications. Donc, comment elle s'affiche? Est-ce qu'elle peut s'afficher icône, bannière, bandeau? Est-ce qu'elle est en priorité? Est-ce que on donne l'autorisation tout simplement de notifier? Ensuite, on a la gestion des bulles de notification, donc selon les applications. Par exemple, Messenger, si on lui refuse, forcément, il va plus montrer en fait la bulle de notification. Donc ça peut être une chose à faire, attention. Et on a ensuite le verrouillage d'application. Donc voilà, si vous voulez mettre un code. Et applications protégées. Alors, quelque chose que je vous conseille très clairement d'aller voir tout de suite, et de les mettre, en fait, de les protéger toutes. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous n'allez pas les protéger, ce qui va se passer, il va les fermer une fois en veille. D'ailleurs, c'est un test en fait qui a justement mis ce problème en avant en ne comprenant pas, parce que pour eux ça c'est nouveau aux USA, puisque ça sort aux USA aussi. Les surcouches chinoises, c'est pas nouveau pour eux. Enfin, c'est nouveau, mais pas pour nous. Mais attention à cette partie-là où justement vous allez avoir des applications qui vont se fermer, mais vraiment, c'est-à-dire totalement, c'est-à-dire vous n'allez plus avoir de notification, plus rien. Il faut la réouvrir pour avoir. Donc moi, ce que j'ai fait, au plus simple, je les ai toutes protégées. Alors il y a dû y avoir quelque chose qui a fait que ça met voilà, donc il y a juste YouTube qui n'est pas protégé, mais sinon elles sont toutes protégées pour que ça pas que ça se referme pour rien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le gestionnaire de fichiers, donc quelque chose de classique aussi, puisque ça va soit être une version très simplifiée, on peut voir très facilement ce qui nous reste sur chaque mémoire, et si on switch, on peut choisir carte SD ou stockage, voir le réseau, voir le coffre-fort, donc ce qu'on a protégé. Ensuite, ce que nous avons d'autre en application, nous avons, hop, que je retrouve, parce qu'il y a plein d'applications quand même avec moi. Donc on a toujours ce qu'il y a de plus classique, horloge, météo, calculatrice, bloc-notes, enregistrement sonore, lampe torche, miroir, boussole, sauvegarde, téléchargement, boîte à outils SIM pour chaque SIM, tag magique, parce qu'il a aussi la NFC. On a rapidement le contrôle intelligent. Là, j'ai pu mettre ma télé Samsung et donc voilà, on va pouvoir gérer vraiment sa télé, c'est assez efficace, en plus il est assez réactif, donc ça c'est plutôt cool à savoir qu'on va pouvoir gérer en fait tout ce qui est en infrarouge. Donc en plus de ça, voilà, comme vous pouvez voir, hop, on va revenir rapidement. On va pouvoir ajouter pas mal de choses, donc climatiseur, décodeur, appareil photo, etc. etc. Ensuite, on se retrouve avec leur miroir aussi. Ça peut être bien pour la partie ceux qui sont narcissiques ou ceux qui veulent s'amuser. Et hop, il y a de la buée partout. Et puis là, vous pouvez tout simplement enlever la buée. Voilà, petite chose, mais ça permet de ne pas ouvrir l'appareil photo, mais directement un petit miroir pour ceux qui veulent se recoiffer ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Ensuite, nous avons les thèmes. Alors là, j'ai pas tout. Ah si, oh bah oui, c'est vrai, j'ai ma sim. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir pas mal de thèmes, en fait, si vous voulez changer de thème. Donc, par exemple, si on va sur le thème Asphalt, donc ça va être sur le thème du jeu Asphalt, j'imagine. Donc là, on va voir, en fait, un thème qui va changer les icônes, le fond d'écran. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, Black and Silver. Donc là, on peut avoir plein de thèmes différents. Donc après, ça change surtout le fond d'écran et les icônes, mais pas vraiment le reste. Par exemple, après, ça peut changer. Alors sur ce qu'il y a déjà de préinstallé, hop. Donc si on va sur mes thèmes, on va aller sur la version dorée, hop.
pour montrer un petit peu le changement de thème. Il n'est jamais très profond, enfin il n'est pas sur la même profondeur que ce qu'on a chez par exemple Xiaomi. Donc là on a vraiment la version dorée, mais le problème c'est que par exemple les autres applications n'ont rien de spécifique, rien n'est fait pour adapter un minimum par rapport au thème, donc ça c'est un peu dommage. Euh, et ça aussi, la barre de notification ne change pas ou très peu. C'est assez rare d'ailleurs que ça change. Donc ce qui fait que c'est assez limité. Et c'est un petit peu dommage, on n'aura pas quelque chose qui pourrait être réellement bien, à part si vous faites vous-même le thème, parce que vous pouvez le faire vous-même au pire. Là-dessus, il n'y aura pas de problème, c'est même conseillé pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'assez unifié par rapport à toutes les applications qu'il y a. Il faut savoir d'ailleurs que donc il y a plusieurs applications qui sont intégrées à l'appareil. Vous avez Shazam, Booking.com, News Republic, Opera, Instagram, TripAdvisor, iGame, qui est alors je n'ai pas regardé encore, mais c'est sûrement le store de chez Huawei. On va attendre, voilà, non voilà, tout simplement, c'est ça, c'est le store de chez Huawei, puisqu'il faut savoir qu'en Chine, comme ils n'ont pas le Play Store, chaque constructeur a son petit store à lui, et donc voilà, ce qui fait qu'on va retrouver, vous voyez, des jeux un petit peu bizarres, Lost Temple, donc voilà, ce genre de choses, en fait, souvent de petites copies, ce genre de choses, ou des choses assez basiques, donc pas très intéressant. Nous avons aussi, alors non, ça c'est ce qui est déjà mis, voilà, c'est ça. Nous avons aussi, donc, il y a Asphalt Nitro qui est préinstallé, donc aussi un petit lien pour les jeux 100% gratuits, Dragon Mania, Puzzle Pets, Spider-Man Ultimate Power, Top Games, donc pareil pour un top des jeux Gameloft, et Scrat Adventure. Donc ça, des choses que vous pouvez bien évidemment, hop, désinstaller, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, on a fait à peu près le tour. On va regarder un petit peu les paramètres, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Alors, la chose qui me dérange un petit peu d'ailleurs sur la barre de notification, avant de passer aux paramètres, donc pour ceux qui ont déjà eu des surcouches chinoises, notamment Xiaomi, ici normalement on peut directement en fait naviguer pour avoir tous les raccourcis, même ceux qui sont cachés. Eux, ce qu'ils ont fait, alors je crois que c'était sur la EMUI 2.3, on pouvait faire ça, mais voilà, on avait toujours cette limite où on ne sait pas pourquoi ils ont limité déjà la luminosité et au lieu de la mettre tout en bas, ils ont décidé de la mettre là. Je ne comprends pas déjà pourquoi ils prennent pas tout l'espace pour l'utiliser, et surtout que c'est quelque chose qui est depuis 3.0 comme ça. Donc je ne sais pas, je sais pas comment ils réfléchissent par rapport à ça. Et le truc c'est que voilà, en plus de ça, ils ont décidé de limiter un peu plus à 9 toggles, 9 raccourcis pour justement le Wi-Fi, etc. Alors qu'il y en a plein d'autres qui peuvent être utiles, pas forcément au quotidien, mais qui peuvent être utiles. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut mettre des priorités, parce que forcément, ils sont même pas accessibles, on peut même pas les activer directement comme ça. Donc je trouve ça toujours aussi débile par contre, et ça c'est relou, et j'aimerais bien que ça change. Donc ce qui fait qu'on va voir en fait la version, enfin voilà, on va pouvoir gérer Wi-Fi, Bluetooth, paramètres, rotation, données mobiles, lampe torche, protection des yeux, mode avion, capture d'écran, mais on a aussi le mode silencieux ou non, GPS, batterie ultra si vous voulez passer directement en mode ultra, mirror share, donc là c'est pour du partage d'écran, ne pas déranger, technologie NFC, on a un menu flottant aussi, donc une petite bulle en fait, qui va permettre, au lieu d'avoir les boutons là, enfin ils seront toujours affichés, mais vous aurez aussi le choix ici, donc je vois pas trop l'intérêt non plus. Capture d'écran vidéo, donc c'est intégré, ça c'est plutôt cool, et le point d'accès Wi-Fi. Donc ça c'est quand même le truc un peu dommage, c'est qu'on doit vraiment aller modifier si on veut pour pouvoir activer ou aller dans les paramètres. Donc ça je trouve ça vraiment mal foutu. Donc les paramètres, déjà, on va pouvoir rechercher directement le paramètre que l'on désire. Donc ça peut permettre de gagner du temps, surtout si on écrit mieux, là ce serait mieux. Donc visibilité, paramètres, voilà, on peut chercher la vitesse, afficher la vitesse de connexion réseau, et comme ça nous emmène directement là où on veut. Donc ça c'est déjà une chose assez cool. On peut avoir donc la gestion de SIM, donc voilà, qui sont toutes les deux en 3G, 4G, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Hop, ensuite... Nous avons... Alors, on a le Wi-Fi+, quelque chose qui peut être assez sympa, qui consomme un petit peu d'énergie, mais en gros, ça va détecter automatiquement, en fait, où est-ce qu'il existe des Wi-Fi où vous pouvez vous connecter. Alors, c'est encore plus pratique quand vous êtes chez Free, puisque ça va vraiment se connecter automatiquement au réseau, les Free Wi-Fi Secure, puisque là, c'est une SIM Free. Mais sinon, par exemple, quand vous arrivez, vous laissez en fait le Wi-Fi allumé, et en fait, quand il va se voir en dehors de la zone où un Wi-Fi connu est activé, il va s'éteindre en fait. Il va faire des recherches de temps en temps pour voir. Dès qu'il va découvrir un réseau connu, il va se connecter automatiquement dessus. Mais sinon, il s'éteint. Le Wi-Fi s'éteint complètement. Donc c'est quand même pas mal du tout, je trouve. C'est assez bien foutu.
Mais ce qui peut se passer, voilà, ça peut consommer un petit peu plus d'énergie, c'est surtout ça. Mais c'est assez intéressant en tout cas de voir qu'on n'a plus besoin de faire attention à allumer ou éteindre le Wi-Fi, ça le fait automatiquement via cette option-là. Donc les données mobiles, voilà, on a agrégation des fréquences. Alors je ne sais même pas, c'est-à-dire là par contre on ne sait même pas ce que c'est. Il y a les petits trucs pour les autres, mais agrégation de fréquences, je ne sais pas. On a donc, on peut autoriser l'itinérance, non dépend d'accès, type de réseau préféré, bon ça on a quelque chose de tout à fait classique. On a du NFC, donc ça c'est plutôt cool, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Euh, Style d'écran d'accueil, quelque chose de classique aussi, donc c'est-à-dire un écran d'accueil simplifié pour les personnes qui n'ont pas envie forcément, qui ne sont pas capables d'assimiler un bureau assez complexe, une gestion complexe de l'appareil, et ça permet en mode simple voilà, d'avoir une utilisation beaucoup plus simple. Ça peut être adapté à certaines personnes qui ne sont pas adaptées à ce type de téléphone trop complexe, donc par exemple les vieilles personnes qui ne savent pas du tout comment l'utiliser. Donc ça c'est plutôt bien. On a donc témoin lumineux, donc dès que on a des nouvelles notifications. Mais par contre on peut pas le gérer. Donc après c'est possible je pense via autre chose pour gérer en fait la lettre de notification. On a donc la luminosité, on a la température de couleur. Alors ce qui est dommage, on y reviendra à l'écran, c'est qu'on peut pas gérer si l'écran est vif ou non, et on y reviendra. Mais on peut déjà gérer la température de couleur, soit pré-réglé chaud ou froid, soit vous le réglez vraiment comme vous le voulez pour avoir le meilleur rendu pour vous. Hop, vous avez aussi donc le confort, donc quelque chose qui est assez bien. Donc là, ça montre justement la différence entre mode confort et activé ou désactivé. Là, on peut le voir normalement à l'écran. Ça va donner quelque chose de beaucoup plus jaune. Alors, normalement, ouais, donc en fait, le truc par contre, on peut pas régler l'intensité. Ça c'est dommage par rapport à la concurrence qui ont tous à peu près mis un mode où on peut le plus ou moins le régler pour quelque chose de plus ou moins fort et donc plus ou moins, comment dire, ça va plus ou moins fatiguer vos yeux. C'est-à-dire qu'en gros, la lumière bleue, le fait d'avoir l'écran jaune, ça va surtout reposer vos yeux, puisque la lumière bleue, c'est ce qui agresse vos yeux. En faisant ça, en fait, en activant ça, ça va permettre de les reposer, puisqu'ils vont être beaucoup moins agressés. La plupart de la concurrence, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont quelque chose de réglable, d'avoir plus ou moins fort, pour que justement, selon les personnes, ça puisse plus ou moins les reposer. Là, pour l'instant, c'est pas intégré, donc ça, c'est assez dommage. Ensuite, nous avons donc dans le son, alors rien de spécial en soi, mais par contre on a le mode des tests, on y reviendra, quelque chose qui est quand même assez inutile au niveau du son, puisqu'en général ça va pas vraiment aider au son. Donc ce qu'on peut faire en fait avec le lecteur d'empreintes, on va pouvoir faire des petites choses, prise de photos, vidéo, prise d'appel, annulation d'alarme, affichage du panneau de notification, comme ce qu'on peut voir ici, hop, ou visionnage de photos, donc là on va pouvoir gérer en fait quand on est dans la galerie, hop, d'aller de gauche à droite, pour gérer en fait les notifications. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons hop, donc au niveau du lecteur d'empreintes d'ailleurs, lecteur d'empreintes très efficace puisque clairement, alors je sais pas s'il le montre. Bon, il le montre mais pas très rapidement, mais en gros il détecte très rapidement en fait si on le met en veille. Elle veut pas que je mette en veille. Mon petit chat veut pas que je mette en veille, je crois. Voilà, c'est ça. Donc on peut voir, hein, c'est très rapide. Je sais pas à la caméra si ça va se voir, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très efficace, un capteur d'empreinte qui est vraiment excellent, donc ça c'est quand même une très bonne chose. Toujours à la pointe d'ailleurs à Huawei sur les capteurs d'empreinte, ils en ont fait un peu un fer de lance aussi sur leurs appareils, ce qui fait que vraiment on va avoir quelque chose de très très efficace. Ensuite, l'assistance intelligente, donc la barre de notification, on va pouvoir gérer, enfin, barre de navigation, on va pouvoir gérer en fait si on veut les inverser, si on veut afficher aussi avec l'ouverture du panneau de notification tout en bas. Donc ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas forcément les mains adaptées et qui veulent avoir quelque chose de facilement accessible. On peut aussi avoir des contrôles via les mouvements, retourner pour couper le son, soulever pour diminuer le volume de sonnerie, mettre à l'appareil pour décrocher, incliner pour déplacer les wingeds. Donc par exemple, voilà, on va pouvoir déplacer rapidement comme ceci. Capture d'écran intelligent. Donc si par exemple, en fait, on va voir quelque chose avec les... Voilà, par exemple ça, ou alors en plus on peut avoir ouverture d'application. Donc là on va pouvoir dessiner une lettre. Donc par exemple si je fais le C,
Là, parfois, en fait, ça a un peu du mal, en fait, parce que ça joue, en fait, ça doit détecter que c'est l'articulation, et c'est pas forcément fiable. Donc, si par exemple je fais hop, comme ça, il va détecter Chrome, voilà. Donc ça, c'est des choses assez sympas, et vous pouvez faire aussi des captures d'écran. En fait, il faut faire un petit peu fort, et ça marche à peu près bien. Donc, soit, ce qui est bien, en fait, voilà, justement, on va pouvoir faire des captures d'écran. Donc, si vous voulez faire un truc précis, hop, alors, donc, on a ça aussi, je vous montrerai après. Mais si vous voulez capturer un truc précis, bah, c'est pas forcément facile. Donc voilà, on peut prendre juste ça, donc après on peut choisir en rectangle, en rond ou en petit cœur. Voilà, ça se voit pas trop, mais le petit cœur, on va le montrer bah, directement ici. Donc soit voilà, un cœur, en rond, en carré, ou voilà, un truc dégueulasse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre dans les paramètres? Hop. Donc assistance intelligente, donc démarrage et extinction programmée, donc si vous voulez que l'appareil s'éteigne à telle et s'allume à telle heure. Désactivation du mode tactile quand il est dans la poche, quelque chose de classique, ou mode gant pour avoir quelque chose de plus réactif en général, ou surtout si vous avez des gants, voilà, ça peut être plutôt cool. Vous avez aussi de quoi gérer l'étui, donc avec ou sans fenêtre pour afficher l'heure ou non. Commande de casque intelligent, donc ça c'est quelque chose, voilà, si vous pouvez avoir des choses supplémentaires sur les petits, la partie côté télécommande en fait. Commande vocale, donc ça c'est quelque chose. Donc activation vocale, donc ça va par exemple permettre. Donc ça permet de réveiller l'appel, donc appel rapide, donc on va pouvoir dire directement qui on veut appeler. Prise d'appel via commande vocale, annonce vocale des appels entrants, et langue de la commande, alors il y a français. Donc ça c'est plutôt cool, mais ça c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai pas du tout testé. Et j'ai mon chat qui pète un câble. C'est agréable. Ensuite, nous avons ici les paramètres avancés. Donc là, ça va gérer, ça va être des petites choses qui ne sont pas forcément utilisées par rapport à d'habitude. Donc la mémoire de stockage, on a 32 Go de base. Il faut savoir qu'il y a aussi une version 64. Et on va pouvoir gérer, en fait, hop, emplacement par défaut de tout ce qu'il y a donc, en termes de jeu. Donc la partie hop des applications, photo, vidéo, musique, en fait, tout peut se mettre soit sur la mémoire interne, soit sur la carte SD. On peut voir l'utilisation de la RAM, donc mémoire totale, utilisation moyenne 56%. Voilà, petite chose à savoir, même si c'est pas forcément bien fait. On y reviendra d'ailleurs sur le multitâche. Ça, j'en ai déjà parlé. La sécurité, données, voilà. Après, on n'a pas grand chose d'intéressant. Hop, on a fait le tour des paramètres. Maintenant, on va regarder la partie multitâche. Donc là, on a quelque chose qui est pas forcément bien pensé par rapport à Android de base. On va avoir quelque chose où au lieu d'avoir à peu près 5 applications montrées. Donc si je montre hop, ici, hop. Donc on va voir très rapidement des applications. Rapidement, on va pouvoir aller cliquer là. Ici, on va pas du tout pouvoir, il va falloir vraiment naviguer sur comme ceci pour pouvoir voir les applications. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut protéger certaines applications pour pas qu'elles se ferment, même quand on ferme toute la RAM. Donc ça, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, il est plutôt bon, hein, le multitâche. On va avoir quelque chose d'assez correct, comme on peut voir. Ça se réouvre tout de suite. Qu'est-ce qu'on aurait? Hop. Donc là, le miroir. On va voir quoi d'autre. Hop. Gestion tab. Alors on vient de l'ouvrir. On va aller sur Twitter. Je sais pas s'il va être encore. Hop, donc là il a légèrement pris plus de temps, mais ça s'est ouvert directement. Donc on peut voir en tout cas que c'est une bonne RAM, hein. La RAM est plutôt bien gérée. Là, ça se réouvre, donc comme quoi il y a quand même pas mal de petites choses derrière, donc c'est quand même pas mal du tout. Clairement, en tout cas, au niveau de la fluidité, au niveau des bugs, au niveau des choses comme ça, il y a une réelle grosse amélioration de la part de Honor. C'est vraiment quelque chose de très cool, puisque sur les anciens Honor, c'est quelque chose que je regrettais amèrement. Il y a encore des petites choses à améliorer, mais en tout cas, il y a une réelle amélioration et ça, c'est vraiment cool de la part d'Honor. Surtout qu'en gros, j'ai l'impression d'avoir la ROM. Alors, à mon avis, c'est la même ROM que c'est la même ROM que le P9, mais je ne l'ai pas eu. Mais à comparaison, j'ai eu le Mate 8 et j'ai la même sensation en termes d'utilisation. Donc, c'est quand même très bon, c'est-à-dire que c'est bien optimisé et que clairement, on va pas avoir de petits soucis. La petite chose que j'aurais à dire d'ailleurs sur le multitâche, c'est que au lieu d'avoir quelque chose d'un petit peu fluide dans l'apparition en fait, de l'application qu'on ouvre, on a un petit moment, comme vous pouvez voir, ça coupe, ça devient tout noir en fait, enfin on a le fond d'écran,
et on n'a plus l'image. Donc ça, c'est la petite chose que je trouve dommage, c'est que ça casse un petit peu le côté fluide, mais en tout cas, le multitâche est très bon, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ce qui fait que Honor, vraiment, là-dessus, ils ont fait un excellent travail, ils ont vraiment travaillé l'optimisation de la surcouche, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est enfin réellement bien utilisable et agréable à utiliser, quelque chose qui manquait réellement au téléphone Honor en général et même Huawei. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir une telle optimisation, et donc ce qui fait qu'on a vraiment un Honor qui a une surcouche qui est bonne. Donc déjà, très bonne nouvelle de ce point de vue-là. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran de 5.2 pouces à 1080p, un écran LTPS, donc c'est-à-dire que là, Huawei a décidé d'abandonner ce qu'ils utilisent d'habitude, le IPS Neo, pour du LTPS qu'on peut retrouver dans pas mal d'écrans aujourd'hui. Donc ce qui est bien avec le LTPS, ce que je trouve, c'est que le rendu est plutôt sympa, donc moins agressif, plus doux en fait aux yeux, et avoir quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, au niveau des pixels, comment on peut dire ça de façon assez simple? C'est là où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas différencier aussi facilement les pixels que sur d'autres écrans, par exemple. Ce que je trouve assez agréable. La petite chose, au niveau des couleurs, on va avoir des couleurs qui sont un peu flashy, alors certaines couleurs seulement, mais la plupart sont plutôt correctes, très correctes, mais certaines sont flashy, notamment le rouge, comme on peut le voir ici de YouTube, qui ressort beaucoup. Alors, la petite chose, c'est que nous ne pouvons pas changer le type de couleur comme la plupart des écrans, entre vif ou neutre, mais on pourra juste changer la température des couleurs. Donc, soit via cette rosace, en fait, on va pouvoir vraiment choisir, enfin, cette rosace, non, ce truc rond, on va pouvoir choisir soit quelque chose de plus blanc, soit en cherchant plus vers les bleus, enfin, les froids, les rouges, les verts, enfin, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est assez cool, sachant qu'en plus, on a trois modes, par défaut, chaud ou froid, donc selon ce que vous préférez. Moi, je laisse par défaut, c'est assez correct, c'est plutôt bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui est bien en plus, c'est nous avons la protection des yeux, donc qui va permettre vraiment de reposer les yeux une fois activés, donc avoir une lumière bleue vraiment limitée. Donc assez efficace, c'est ce qui fait que ça repose vraiment les yeux, c'est agréable. Euh, Aussi au niveau de la luminosité, donc là au minimum on sera sur quelque chose où voilà, on ne voit quasiment plus rien, et au maximum quelque chose de très lumineux, donc ce qui fait que là-dessus c'est pas mal du tout aussi, on a un écran qui est assez large en termes de luminosité. Bien sûr en termes d'angle de vision, on est sur quelque chose de très bien aussi, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce qui fait qu'on a un écran vraiment agréable aux yeux, et ça c'est vraiment bien, ça se ressent vraiment la différence avec l'IPS Neo, pour ceux qui ont l'habitude de voir plusieurs écrans. Au niveau du rendu, je trouve vraiment avec ce côté un petit peu plus smooth, comme on dirait en anglais, j'ai pas vraiment de mots en français, mais voilà, c'est vraiment cette idée où on perçoit beaucoup moins les pixels que sur d'autres écrans de même résolution. Donc ça c'est quelque chose que je trouve agréable, avec le côté aussi bien sûr bien moins agressif, et que ça aussi, j'adore vraiment, bien sûr, puisque ça me permet d'éviter d'avoir des crises de problèmes aux yeux, où en gros je peux plus rien regarder pendant des jours. Voilà, donc ça c'est vraiment un écran que j'apprécie. Au niveau du son, donc on se retrouve avec une jack qui est pas mal du tout. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Il a un son qui est vraiment agréable aux oreilles. Donc c'est pas aussi bien qu'un Meizu, mais c'est plutôt pas mal. Donc ce qui fait que vraiment c'est agréable d'écouter de la musique. De base c'est plutôt bien. Alors par contre, petite chose à savoir, hop, ici, dans les paramètres son, il faut bien désactiver le mode DTS, puisque ça a tendance à tout faire quelque chose de pas super sympa. Alors c'est peut-être mieux déjà sur le haut-parleur, mais tout ce qui est écouteur, le mode DTS n'est pas agréable du tout. Ça aura tendance à avoir quelque chose de plutôt négatif. Ensuite, si on va sur... Hop, ici on va prendre... je la connais même pas celle-là. Mais en tout cas, voilà, en casque, c'est quand même assez agréable. La qualité est assez bonne pour du smartphone à 400 euros. Mais bien sûr, il n'y a pas que la qualité du jack qui compte, et au niveau du haut-parleur, donc on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc des basses qui sont quand même assez présentes, donc ça manque quand même un peu de punch, mais c'est assez présent par rapport à la plupart des téléphones. C'est un peu mieux, c'est surtout axé sur les médiums, donc quelque chose qui est assez correct. Voilà, vraiment correct pour un petit haut-parleur, mais il s'en sort un petit peu mieux, donc ça c'est plutôt cool par rapport à ça, et c'est surtout la prise casque qui est plutôt pas mal, même bien meilleure que par exemple un Samsung, donc voilà, mais ça reste moins bon qu'un Meizu.
N'empêche, il y a eu quand même une grosse amélioration de la part de Huawei Honor sur leur puce pour le son, puisqu'il y a eu vraiment une grosse amélioration. Au niveau de l'appareil photo, donc là on se retrouve avec du 2 x 12 mégapixels sur l'appareil. Donc c'est deux appareils photo où l'image va être combinée en une seule. Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait sur le Honor 6 Plus, où là, c'était deux appareils photo de couleur. Là, c'est deux appareils photo, dont un qui est en fait en noir et blanc, en monochrome, et un qui est en couleur. Ce qui fait que on va avoir exactement le même capteur que le P9, mais avec une fonction en moins quand même, ce qui fait que ça le rendra un petit peu moins intéressant. J'ai fait une photo pour bien montrer donc les possibilités du capteur en fait. Donc il va y avoir un mode effet que je montrerai après dans le mode appareil photo. On va pouvoir gérer en fait. Donc vous prenez la photo, vous choisissez l'angle et en fait vous allez pouvoir en fait ensuite gérer si tout est net ou si tout est flou. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. Et ensuite vous pouvez choisir en fait où faire le focus sur la photo pour voilà, ce que vous préférez. Donc ce qui fait que là le micro est net comme vous pouvez voir et après si on met derrière ça va être la boîte qui va être nette. Et après, on peut donc gérer est-ce que tout est net ou est-ce que tout est flou. Donc ça, c'est assez sympa. Et en plus, on a des effets. Alors, je trouve qu'il en manque quand même. C'est un petit peu dommage. Donc, pour avoir une photo, alors voilà, soit en dégradé comme ça, un petit peu autour où c'est un peu en dessiné, soit c'est dans ce style-là, crayon, ou alors en noir et blanc. Ou alors, donc, ça le met en avant avec une espèce de projection, comme si ça nous envoyait dans la gueule, ou j'en sais rien. Et on a ici quelque chose d'un petit peu plus chaud, on va dire, ce qui fait qu'on voilà, on a le choix d'avoir quelque chose qui est plutôt sympa, je trouve, en termes d'effet, et qui va pouvoir améliorer la photo selon ce que vous préférez. Donc, ce qui fait que c'est pas mal du tout. L'appareil photo en lui-même, donc en fait à gauche, alors ça c'est bien, il y a une évolution. À gauche vous avez tous les modes photo, donc mode photo professionnel. Donc là on va pouvoir vraiment gérer tous les réglages comme vous pouvez voir. Donc là l'ISO, on va pouvoir gérer ici la compensation de lumière. Ici l'autofocus se fasse de façon semi-manuelle, manuelle, ou voilà, vraiment complètement manuelle. Le type d'éclairage, etc. Et après le cachet pour prendre la photo. Vous avez le même système pour la vidéo aussi, où là, vous allez avoir le même système. Ensuite, donc la vidéo ici, donc on sera d'ailleurs en 1080p 60 fps, mais pas 4K. On a embellissement vidéo aussi, c'est-à-dire que ça va vraiment améliorer le visage en fait dans la vidéo. Donc ça c'est particulier, mais pourquoi pas. C'est très chinois de toute façon, ce style de choses. Voilà, on a vraiment les deux modes en photo et vidéo qui sont pareils. Ensuite, on a le mode gourmet qui est assez connu aussi aujourd'hui, qui va permettre en gros d'avoir des couleurs un peu plus saturées sur les aliments, et donc ce qui fait que ça va les rendre un petit peu plus goûtus et ça va donner un peu plus envie de les manger. Nous avons le panoramique, HDR, cliché nocturne, light painting, timelapse, ralenti, donc c'est du 720p 120 fps, donc c'est plutôt correct. On va pouvoir en plus gérer quand on veut le ralenti, le filigrane, note audio et scan de documents, donc qui est intégré. Ce qui est plutôt bien en plus de ça, donc là j'ai enlevé hop, ici le mode. Donc le mode pour l'effet d'angle en fait c'est ici. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir gérer donc, le fait de prendre tel ou tel objet. Donc c'est plus pour le mode portrait ou des petites choses en fait qui sont proches sur des choses derrière. Donc voilà, donc ça peut être aussi pour des aliments, des choses comme ça, pour rendre un peu plus beau. Donc ici on peut voir un 12 mégapixels, on peut être aussi en 9 ou en 8 ou en 6. Ensuite, on a la grille de composition, silencieux minuteur, contrôle audio, prise de photos au toucher, capture des sourires, suivi d'objets, toucher pour maintenir l'obturateur, et prise de photos rapide. Donc si on appuie ouvrir appareil photo. Donc lorsque l'écran est éteint, appuyez 2 fois sur le bouton volume bas pour, en fait, ça va l'ouvrir et prendre une photo directement. Donc en général, ce sera sur une résolution assez basse, pas forcément bien. On peut gérer la luminosité ou le contraste ou la saturation de l'image. Donc ça, c'est des choses assez sympas en tout cas, donc ce qui fait que c'est assez complet, assez clair. Ça manquait un peu de clarté, c'était un petit peu brouillon au niveau de l'appareil photo. Là, ils ont fait quelque chose de clair. De ce côté-ci, on va se retrouver avec toujours photo, embellissement panoramique, vidéo, embellissement vidéo, timelapse, filigrane et note audio. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on a donc un appareil photo qui est assez sympa. Déjà, c'est un grand angle comme d'habitude. 8 mégapixels. On peut activer le mode selfie parfait. Donc quelque chose pour avoir la meilleure peau possible. Ce qui fait que ce sera très bien pour moi. Et on peut avoir même ça pour les selfies, mais en plusieurs. Et ce sera parfait même sur une photo où ça va vous reconnaître. Et ce sera que pour vous, vous serez mieux que les autres.
Donc ça, c'est pas mal aussi. Ce qui fait que sur les photos, donc vous pouvez voir dans l'album pour toutes les photos, ce que ça vaut. Hop, ici, donc non, c'est pas ici. Donc je fais un petit dossier que vous pouvez voir dans la description. Et j'ai fait pas mal de photos. Alors, on va essayer de trouver... Alors, par exemple, cette photo, j'aime beaucoup cette photo. Donc, j'aime beaucoup les fleurs. Hein. Je me suis pris de passion pour les fleurs maintenant, pour les photos. Et on peut voir qu'on a quand même pas mal de détails. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et on a un bokeh qui est assez sympa aussi. Je vais le montrer après sur une autre photo. Mais on a pas mal de détails. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les couleurs sont bonnes aussi, sont même très bonnes. De nuit, c'est assez éclairé. J'ai fait un petit comparatif avec le Meizu Pro 6 et il s'était merdé mieux. Donc, ce qui fait que c'est pas mal. On va voir quelque chose qui est quand même pas mal éclairé. Bon, forcément, il y a du grain, mais ça s'en sort plutôt bien, mieux que ce que je pensais. Au niveau de la face avant, voici donc quelques photos. Non, d'ailleurs, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Là, ce sera bien mieux. Donc là, on peut voir, hein, l'appareil photo est plutôt cool. Donc là, on peut voir justement les petites prises d'écran, mais on peut voir que je me suis pas mal éclaté. On a pas mal de choses sympas. Quand même. En plus de ça, comme il fait effet miroir, forcément, on va pouvoir se voir et se repérer pour prendre la photo. Ça, c'est plutôt cool pour effectuer en fait ce mode-là. On va voir Fally aussi, donc Fally qui a un sourire de psychopathe, mais on peut voir en tout cas qu'en mode selfie, il s'en sort super bien. Il met vachement en avant l'objet principal, donc là, le Fally, par rapport au reste, c'est assez lumineux. Là, on peut me voir aussi, donc là, pareil, en fait, pareil, toujours en mode en fait effet d'angle, où on a un petit peu, enfin, j'ai retouché, un petit peu amélioré l'effet bokeh et un petit peu plus poussé, ce qui fait que ça met vachement en avant l'objet. On peut voir que j'aime beaucoup mal manger, et donc là, pareil. Donc là, on a des photos qui sont assez sympas aussi. Là, le burger est bien mis en avant, donc ce qui fait que c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? De nuit aussi, donc avec juste en fait la lampe de bureau que vous voyez qui éclaire, donc ça. Hop. Et ben j'ai réussi à faire des photos assez sympas. Alors voilà, normalement il y en a une, ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Là, en tout cas, on a un petit chaton, c'est mignon. Je sais plus quelle photo que j'avais. Là, on dirait qu'il me fait un doigt d'honneur, un bras d'honneur. Mais en termes de photo, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, mais c'est éclairé. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même voir quelque chose. C'est quand même assez sympa. Là, on peut voir, hein, c'était dans à peu près le même moment. On voit plutôt bien, on distingue. On n'a pas forcément beaucoup de détails, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, bon, une fleur qui bougeait. Là, un peu de tout et n'importe quoi. Là, oui, donc c'est pas mal aussi. Donc, ce qui fait qu'en photo, je trouve, j'aime beaucoup, en fait, au niveau des couleurs, c'est bien éclairé, il y a pas mal de détails, il y a cet effet vraiment réflexe, en fait, dans l'appareil photo, ce qui fait que ça va vraiment faire, il y a un effet waouh, je trouve, sur l'appareil photo, où ça va vraiment mettre en avant l'objet. Il sera quand même moins détaillé que le OnePlus 3, mais au niveau des couleurs et de la luminosité, ce sera meilleur. Et j'aime vraiment le rendu de l'appareil photo. C'est vraiment le rendu, c'est pas forcément la qualité en elle-même, c'est pas le plus détaillé, mais c'est vraiment le rendu de l'appareil qui, je trouve, est vraiment bonne. Alors, je vais essayer de trouver. Donc, mon chat qui aime beaucoup me regarder avec, on peut voir avec une tête particulière. Le soir aussi, il fait des photos assez sympas, qu'on peut voir ici. Donc il n'y a pas forcément trop de détails sur celle-ci, j'avais fait mieux je pensais, mais voilà, on peut faire des photos assez sympas, avec des bonnes couleurs aussi, ça reste assez coloré, donc ce qui fait que j'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après j'ai pas autre chose, juste mon petit chat. Donc après j'en ai plein d'autres dans le dossier en soi, mais je vous montre surtout celles qui sont intéressantes. Mais voilà, c'est clairement en termes de photos, il est pas mal du tout, surtout en termes voilà, de rendu. Donc ce sera le plus important, surtout si vous êtes surtout sur Instagram ou quoi. Si vous voulez de la qualité en termes de détails vraiment maximum pour les exploiter, ce sera plus le OnePlus 3. Mais en termes de lumière et de couleur, ce sera un peu moins bon. Au niveau de l'autonomie, donc là on est sur une batterie de 3000 mAh, donc avec l'écran 1080p et en plus de ça donc un processeur auto-cœur A72 qui est gravé en 14 nanomètres, on se retrouve avec une autonomie qui est plutôt pas mal puisque j'ai pu faire 6h30, 6h25 écran allumé pour le mieux que j'ai fait, donc avec du Bluetooth, de la 4G, du Wi-Fi, donc quelque chose d'assez classique avec un peu plus de Bluetooth, mais quelque chose de vraiment tout à fait correct. Donc en plus de ça, avec la luminosité qui est assez élevée pour de l'été. Donc on est sur une autonomie similaire au Meizu Pro 6, voire un petit peu meilleure.
Donc le Meizu Pro 6 avait quand même une sacrée optimisation, ici ça sera un petit peu moins bon, mais pour du Honor, par rapport à d'habitude, par rapport à ce que j'ai, il y a une évolution aussi. Donc ce qui fait qu'on est sur une ordre d'autonomie tout à fait normale, en fait, dans la bonne moyenne. Donc il y a eu un réel effort, une réelle optimisation de la part d'Honor et de la surcouche, pour justement avoir une autonomie qui soit vraiment en rapport avec ce qu'il y a dans l'appareil. Donc ça c'est la petite chose sympa. Pour essayer de grappiller quelques minutes, alors c'est un petit peu placebo, mais ça peut jouer. Vous avez dans la partie batterie, on sort d'ici, dans la partie batterie, vous avez la régulation du processeur graphique. En gros, logiciellement, l'appareil va afficher du 720p, ce qui peut permettre de faire un petit peu moins consommer le processeur graphique, donc soit pour les jeux, soit pour tous les jours, puisque ça affiche quand même, hein, la partie graphique tourne quand même pour gaper quelques minutes. Mais sinon, au-delà de ça, l'autonomie est pas mal du tout. La petite chose, alors, est-ce que ce sera ça? Donc là, par exemple, voilà, j'ai fait 6 heures, donc c'est quelque chose qui est tout de même assez bien, c'est assez stable. Il y a aussi l'autonomie YouTube. Alors, je vais essayer de la retrouver. Est-ce que c'est celle-ci? Voilà, ça, c'est l'autonomie sur YouTube. Non, même pas. Non, parce que c'est à peu près le même score, mais non. Alors, j'ai beaucoup de screenshots, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à retrouver. Mais en gros, allez, non, ce n'est pas ça non plus. Bon, en gros, sur YouTube, on fait à peu près 4h40, donc sur le test classique que je fais de 100 à 15%, 4h40 avec donc la luminosité au maximum, donc c'est pas extraordinaire. C'est moins bon que l'autonomie que j'ai classique. Ça reste dans la bonne moyenne, enfin dans une moyenne correcte, mais c'est pas extraordinaire. Je m'attendais à peut-être un peu mieux. Donc là-dessus, un petit peu déçu. Mais comme quoi, l'autonomie YouTube n'est pas forcément en rapport avec une utilisation mixte, surtout avec les réseaux sociaux, infos, etc. Donc ce que fait à peu près tout le monde tous les jours. Donc c'est vraiment pas mal. Il a une autonomie qui permet de largement tenir la journée. Au niveau des benchmarks, alors sur Geekbench, de base, il fait des scores plutôt sympathiques. Donc sur Geekbench version 4, donc par rapport aux autres processeurs, ça va être compliqué. Donc il faut regarder vraiment directement sur la recherche de Geekbench sur leur site pour pouvoir comparer avec ce qui est de plus récent. Mais en tout cas, il a un score qui est plutôt pas mal. Donc de base, alors j'ai fait un petit test en fait, de ce matin pour voir sur la chauffe avec le nouveau Geekbench, voir comment il se comporte. Donc de base, on est à peu près sur un score de 1708 en simple cœur et 5168 en multicœur. Si on compare, alors pour comparer, l'Helio X20 est à 4500 et le Samsung Galaxy S7 avec le Exynos 8890, il est à... hop, je n'ai plus en tête, il est à 5500 je crois. Donc ce qui fait qu'on voilà, on est sur un très bon processeur, vraiment pas mal. Mais bon, ce qui, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi le vlog sur les benchmarks, les résultats froids ne sont pas forcément représentatifs à chaud. Donc je l'ai fait plusieurs fois, donc on peut le voir, je l'ai fait, hop, là on peut voir plusieurs fois, donc là j'ai fait, alors, depuis en fait, j'ai commencé, voilà, ça dure à peu près 5 minutes à chaque fois, je l'ai relancé régulièrement. Le plus bas que j'ai atteint, c'est, hop, ici, 4572, donc on perd quand même en maximum, on perd un peu plus de 600 points, ça pourrait être pire, ça pourrait être vraiment pire, mais le Honor 8 déjà d'une première, il ne chauffe pas beaucoup en utilisation intense, donc vraiment en benchmark, il a pas tendance à vraiment énormément chauffer, mais il se réduit un petit peu. Alors il y a peut-être une limite, une sécurité par rapport à ça qui est un petit peu haute, mais en tout cas il se régule plutôt bien et il aura tendance à se refroidir vraiment de façon efficace. Même très efficace puisque ça va être difficile d'aller en dessous de 4600 points, donc ce qui fait qu'il n'y a pas une grande différence de score, donc déjà ça c'est une bonne chose. Ensuite, sur GFX Bench, on va faire directement comme ça. Donc GFX Bench aussi, en termes de processeur, on va faire un rapide petit tour au niveau processeur, mais on est sur un Mali T880 MP4. Donc il y a un processeur graphique que l'on retrouve notamment dans le Helio X20 de Mediatek. Donc voilà, déjà on est sur un octo-cœur 2,2 GHz, donc avec 4 cœurs à 72 et 4 cœurs à 53, qui est à 1,8 GHz, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est sur du 1080p 5.1 pouces, alors c'est 5 pouces, 4 Go de RAM, et on a à peu près tout ce qu'il y a en termes de sensor. Alors ensuite, est-ce qu'il m'a... Donc voilà, en fait j'ai fait que les longues termes performances, c'est surtout ce qui m'intéresse.
Donc voici le comportement du processeur sur une utilisation, donc c'est à peu près une demi-heure. Il faut se dire que là c'est sur une session d'une demi-heure, donc les longs termes performance. Donc en gros il commence à 600 frames, donc c'est vraiment pour montrer, et il descend à peu près 393, donc à peu près comme le Meizu c'est un petit peu plus bas ça. Le Meizu il est à 382. Donc ce qui fait qu'il se bride très vite. Alors je pense que c'est pour éviter un maximum la chauffe et avoir un rendu maximal. Vu que je n'ai pas fait, hop, on va faire Honor 8. Donc voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a ici en score. En fait, il va vraiment se brider très vite pour avoir en fait sa performance qui est stable. Donc ce qui fait que ça chauffe pas trop, tout en étant de façon des résultats tout à fait corrects. Donc sur le papier en tout cas, c'est moins bon que ce qu'on a chez la concurrence, mais dans la réalité, si on compare, hop, ici, donc là on va comparer directement. Donc là, on est sur les scores, en fait, justement, sur le long terme. Donc là, l'iPhone SE, il tient très bien, notamment grâce à sa résolution, et aussi qu'il est épais, donc forcément, il se refroidit mieux. Alors, ici, si on regarde, donc on est comparativement, on va tenir aussi bien qu'un Galaxy S7. Alors pourquoi? Parce que lui, il a un Mali T880 MP12. Lui, il a tendance à beaucoup plus chauffer. Forcément, il y a plus de cœur, donc il va s'imiter beaucoup plus vite. Et il est aussi plus fin. Mais surtout, il est aussi la différence, c'est que lui, il va être en 2K. Donc ça fait aussi une grosse différence. Donc lui, il va tourner en 2K, donc ce qui fait qu'il va être plus performant en 1080p, mais comme il tourne en 2K, forcément, ça va être moins bien. On peut regarder, il est comparable au Note 7 forcément aussi, au Zenfone 2, Mi 4S, Moto X-Style, donc ce qui fait que voilà, c'est quelque chose de tout à fait correct et performant. Comparativement, il y a aussi le Verne Apollo Lite avec le Helio X20 qui a le même processeur graphique, un petit peu moins cadencé, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus épais, et surtout avec un dos en métal, comme on peut le voir ici. Et ce qui fait qu'il a des performances 50 à 70% supérieures, parce que la sécurité en termes de chauffe est beaucoup plus haute, donc ce qui fait qu'il va chauffer un peu plus, mais par contre il va maintenir ses performances graphiques vraiment aux alentours des 500-550 frames, donc on est à peu près par ici. Donc voilà, on peut voir le Verne Apollo Lite, qui est, on peut le voir ici, à 525 frames, là on est à 400, donc c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins se limiter, il va être plus performant en jeu. Ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, mais en tout cas à 400 on est sur quelque chose de tout à fait correct, on va pouvoir sans problème se confronter, non pardon, si c'est ça, on va pouvoir se confronter sans problème donc aux concurrents les plus chers, puisqu'ils auront tendance à s'en sortir à peu près sur quelque chose d'équivalent. Le MX6 il s'en sort mieux parce qu'il est en 5.5 avec un X20, donc il se refroidit aussi un petit peu mieux. Redmi Note 3, donc là si on compare au Redmi Note 3 avec un Qualcomm le S650, il va mieux tenir aussi en 572 frames, alors parce qu'il est plus épais aussi, et aussi la puce graphique est plus performante. Ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. On peut voir le Mate 8, donc même processeur, exactement le même processeur que le Honor 8, sauf qu'il est en métal et fait 6 pouces, alors forcément il gagne 50% de performance en moins, ce qui n'est pas rien non plus. Donc voilà, on peut le voir, là pareil le G5, comme il est en métal aussi, fait de meilleures performances aussi, et là on est quasiment presque au double. Hein. Donc voilà, c'est des petites choses à avoir, en tout cas c'est intéressant de voir ça. Donc des performances graphiques qui restent tout à fait bonnes, et comparativement à la concurrence, notamment le S7 qui est en 2K, il est face à lui. Donc c'est quand même intéressant, et c'est des résultats qui sont tout à fait corrects. Au niveau des jeux, donc on se retrouve sur Real Racing 3, donc là on va pouvoir voir les performances du processeur. Donc en tout cas déjà on peut voir que c'est tout à fait fluide. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il chauffe pas énormément non plus. C'est-à-dire que là, donc je l'ai déjà laissé un petit peu sur le jeu en fait à attendre. Donc pour le début du jeu, comme vous le savez, il se lance et il se laisse, il chauffe tout seul. Donc ce qui est bien, c'est qu'il chauffe pas énormément en soi. Donc, on va voir juste cette partie-là en fait derrière, donc pour comparativement à peu près ici, où ça va réellement chauffer. Après le métal va le dissiper un petit peu vers le reste, mais c'est pas non plus extraordinairement, vraiment très chaud en fait. Ça va être, on va dire, un petit peu chaud, mais beaucoup moins, par exemple, que le Apollo Lite ou le Meizu Pro 6 ou encore le Alcatel Idol 4S qui eux ont tendance à pas mal chauffer en jeu. Là ce qui est plutôt bien c'est que c'est vraiment assez léger, il y a vraiment pire sur le marché mais vraiment pire. Il fait partie des bons élèves qui fait que ça chauffe pas trop. Donc ce qui fait qu'il y a une certaine sécurité aussi et surtout qu'il est aussi gravé en 14 nanomètres le processeur, alors forcément ça limite aussi la chauffe. Et on peut voir que au niveau des performances graphiques, on est sur quelque chose de tout à fait maîtrisé, c'est tout à fait stable. Donc pas de souci de ce point de vue-là.
et on va avoir vraiment des bonnes performances graphiques. Donc là, on est surtout sur Real Racing qui le met bien en avant aussi, c'est avec 60 FPS, donc ce qui fait que c'est assez agréable. Donc là, en termes de performance, ce qui est bien, c'est que ça va pas trop chauffer. En plus de ça, vous allez avoir une bonne expérience, puisque c'est stable, et ça, c'est vraiment le principal. Et là, on se retrouve sur Riptide GP2, donc un jeu de course aussi qui est assez sympa, et qui a toujours utilisé au maximum les effets. Donc quelque chose qui est assez agréable. Donc pareil, le jeu est fluide, il n'y a pas de souci, il utilise tous les effets. Et il n'y a pas de souci, le téléphone ne chauffe pas plus. Et c'est tout à fait stable, et ce qui fait que c'est assez agréable. Donc là, on est vraiment plus sur du 60 FPS stable. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même vachement agréable par rapport à d'autres téléphones où c'est plus en 30 FPS. En plus, on est sur un écran de bonne qualité, donc ce qui fait que franchement, il n'y aura rien à dire par rapport à ça. Donc même si la puce sur le papier est faible, il faut voir que dans la réalité, au final, on va pas du tout le ressentir. Alors ça peut se ressentir vraiment à long terme. Hop, j'ai dû faire une connerie. Ça peut se ressentir à long terme, mais pas plus que ça. Vraiment, là-dessus, le fait que le GPU est complètement stable, et à la fois performant. En fait, le truc, c'est que même si, voilà, de base, il est en 4 cœurs, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant quand on regarde sur la fiche technique. Et pour autant, bah, il va pouvoir égaler les concurrents, comme on peut voir le S7 avec lui, en version MP12 du même processeur. Donc, comme quoi, ça veut pas forcément dire grand-chose. Reste que le Snapdragon 820 est, lui, supérieur, bien supérieur, mais peu de jeux utilisent réellement cette puissance graphique. Donc ce qui fait que ce sera meilleur pour le S820, mais le temps que lui soit réellement pleinement utilisé, ça risque d'être dans longtemps. Donc là-dessus, pas de souci, vous n'aurez pas de souci par rapport aux autres hauts de gamme. Il ne faut pas non plus sous-estimer cette puce graphique qui reste vraiment performante. Alors, que penser du Honor 8, ce nouveau téléphone de la marque? Eh bien, tout d'abord, c'est déjà son prix, 400 euros. Il y a quand même une petite évolution par rapport à ça. Le seul qui avait été sorti comme ça, c'était l'Honor 6 Plus et c'était pas prévu, c'était que pour la Chine. Mais il y avait une réelle évolution, enfin, il était vraiment meilleur que l'Honor 6. Néanmoins, on s'attendait pas forcément à ce qu'il sorte à ce prix-là, et c'est vrai qu'à 400 euros, on peut se demander est-ce que réellement, face à la concurrence, il est vraiment bien, surtout quand on voit les modèles, il y a quand même quelques petits défauts qui lui font un petit peu, qui fait que ça donne pas forcément envie d'acheter à 400 euros. Tout d'abord, on peut voir comparativement au Nord 7, il y a une réelle évolution en termes déjà de finition, une réelle grosse évolution, ce qui fait qu'on a vraiment une finition haut de gamme, une finition qu'on a vraiment quasiment équivalent à la concurrence, voire équivalent. Ensuite, nous avons la surcouche EMUI qui a eu... alors, ça n'a pas été... C'est toujours la même surcouche, il n'y a pas réellement de nouveauté. Par contre, l'optimisation, elle a vraiment évolué aussi, et c'est ce qui est important. Puisque au final, là où je me plaignais que justement, entre les problèmes de fluidité, ou les problèmes de multitâche qui n'étaient pas forcément terribles, ou encore les problèmes, les bugs différents que je pouvais avoir, eh bien, sur cette version-là, enfin, ils ont décidé de réagir, et de faire une surcouche optimisée, et merci Huawei d'avoir enfin entendu les journalistes et les consommateurs pour se dire il faudrait peut-être qu'on optimise cette surcouche. Donc ce qui fait que malgré qu'il y a encore des petites choses qui me dérangent sur cette surcouche, il y a quand même une réelle évolution et maintenant c'est fluide, c'est stable, c'est rapide, c'est très rapide. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus grand chose à dire sur cette surcouche. Donc ça c'est plutôt cool. Après, la surcouche en elle-même, au niveau de chacun, c'est subjectif. Elle reste un petit peu en deçà, en retrait par rapport à beaucoup de surcouches concurrentes, mais là, il y a eu le mérite au moins d'avoir quelque chose d'optimisé et même de complet, même si c'est pas forcément bien pensé. Au niveau des performances, on a vu, les performances sont vraiment bonnes, en plus d'avoir un processeur qui est à la pointe. Le processeur graphique est un petit peu en retrait sur le papier, mais il s'en sort très bien dans la réalité. Le double capteur photo, alors c'est pas ce qu'il y a de plus performant sur le marché, mais comme le Nord 6 Plus et le P9, il a tendance à ouvrir quelque chose de nouveau. Donc maintenant la concurrence y met, on avait eu aussi HTC qui s'y était mis, on a maintenant Xiaomi, le G5 aussi dans un autre style, comme d'ailleurs HTC et Redmi c'est un petit peu différent, c'est plus vraiment dans la profondeur de champ. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Bah maintenant même l'iPhone. Donc ce qui fait que voilà, on a quelque chose de vraiment sympa, et là c'est deux vrais capteurs. Ce qui est dommage, c'est qu'on récupère pas le capteur du P9, enfin on a le même capteur, mais on n'a pas la même chose, c'est-à-dire qu'on va pas avoir la possibilité de faire des photos en noir et blanc comme le P9. Du moment où on pourra mettre juste un filtre, mais ce sera pas aussi bien que faire là, vraiment une photo en monochrome. Ça, c'est vraiment dommage. Donc ensuite, au niveau du design, la petite chose qui peut gêner, c'est qu'il prend beaucoup les traces de doigts.
Et donc là, on peut le voir, ça a tendance à se voir. Donc ça, attention, ça peut gêner. C'est le souci de toute façon de tous les smartphones en verre, c'est que de toute façon, ça prendra toujours les traces de doigts. Vous avez aussi donc le capteur d'empreinte qui est plutôt bien puisqu'on va pouvoir avoir des raccourcis, on va pouvoir avoir ici de quoi donc afficher la barre de notification et en plus il est extrêmement performant, donc ça c'est la bonne chose aussi. Ce qui fait que dans l'ensemble on va avoir un appareil qui est tout de même très intéressant, avec des petites choses supplémentaires assez cool. On peut même avoir sa petite télécommande, donc ça c'est le petit plus assez cool qui est assez rare et c'est un peu dommage. Mais il y a plein de choses intéressantes, et face à la concurrence, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, pour beaucoup en face, il va y avoir le OnePlus 3, qui a fait beaucoup parler de lui aussi. Donc c'est certainement en termes de hype l'équivalent, mais la cible n'est pas du tout la même. Le OnePlus 3 va plus aller sur quelqu'un qui veut vraiment une phablette de 5.5 pouces avec Android pur. Ici, on va plus parler à des gens qui veulent un smartphone, donc quelque chose de plus compact, avec voilà, une surcouche un peu plus chinoise, plus complète, mais pas forcément Android pur. Donc ça va être quelque chose aussi de subjectif. Donc pour ceux forcément qui sont réfractaires à ces surcouches, ça risque d'être limité. Mais avoir un appareil phone performant à 5.2 pouces à 400 euros, bah par le S6, le S7 lui il est plus à 100-150 euros. Le HTC, bah alors là le prix j'en parle même pas. Sony c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc au final, la concurrence n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ce qui fait que c'est quand même une bonne alternative à ce qui se fait, surtout que la qualité globale de l'appareil est vraiment là. Donc il n'y a pas de réel gros défaut, il est vrai que le capteur ne fait pas forcément aussi bien que le OnePlus 3, c'est plus au niveau des couleurs il sera mieux, mais en termes de design il sera un petit peu moins bien, il y a aussi ça à savoir. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a la couleur bleue qui est assez réussie et le système de reflet. Donc après, je trouve, voilà, il a vraiment sa place à 400 euros. Il vaut vraiment les 400 euros, mais au-delà de ça, il a quand même une concurrence très féroce. Aujourd'hui, c'est surtout le OnePlus 3, mais Honor est vraiment sur une autre cible. Donc après, à vous de voir, c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc d'aller de l'un à l'autre, pas forcément. Le vrai concurrent, c'est plus le Meizu Pro 6 que j'ai testé il y a quelques temps maintenant et qui est un réel challenger puisqu'au niveau des performances photo, on sera sur quelque chose d'à peu près similaire. On a un capteur d'empreinte aussi, 5.2 pouces. On a une autonomie qui est à peu près similaire et une surcouche un peu particulière. Donc ça, c'est les choses un peu semblables. Donc après, à vous de voir entre les deux appareils, ils sont assez semblables mais un peu différent, donc ça va être vraiment sur plus subjectif, donc ce qui fait que voilà, c'est vraiment son concurrent. Néanmoins, voilà, je le considère vraiment comme une grosse évolution chez Honor, et un téléphone qui, à 400 euros, est une bonne alternative à beaucoup de téléphones en 5.5 pouces, peut-être maintenant qu'il y en a un peu trop, donc le fait d'avoir un 5.2 pouces compact, c'est plutôt cool, et il est vraiment bien foutu. Donc je le recommande vraiment, c'est un smartphone très réussi pour ma part, et donc ce qui fait que voilà, dans la vie de tous les jours, c'est clair que c'est un téléphone que j'ai vraiment apprécié à utiliser. Maintenant la seule chose c'est que moi avec mes doigts c'est super génial parce que je mets beaucoup de traces, ça se voit pas forcément plein jour, mais c'est vrai qu'à certains moments avec une certaine lumière ça se voit énormément et ça c'est vraiment dommage. Sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.